Lancer l'enregistrement comme ça, c'est fait. Bonjour Perrine, vous m'entendez? Alors oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Ah ben c'est parfait. Bon bah tout va bien. La technologie fonctionne, merci. parfait, parfait. Peut-être rappel vite fait comment ça va se passer. C'est que là, on a plusieurs personnes qui sont en salle d'attente. Je vais les admettre d'ici sous peu. Je précise également que le webinaire est enregistré. Je ne sais pas si vous avez eu l'information. Vite fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, quand je vais toutes les faire rentrer, je présenterai les règles. Je ferai un rapide tour de table en vous présentant chacun les uns après les autres. Et ensuite, je finirai par Caroline Dumas pour justement le mot d'introduction. Ça vous va? Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon de mon côté. Ok. Bon, les 32 là, on a 11 personnes inscrites. 12 personnes, je les fais rentrer tous. Bah nous, on a plusieurs, on a ce qui va déterminer Bonjour. Bonjour à toutes et à toutes, merci d'être venus vous connecter. Donc, je me présente, Jeanne Fullois, je suis chargée d'études à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en Centre-Val de Loire. Merci d'être venue à ce webinaire sur les SIAE en Centre-Val de Loire, donc les structures d'insertion par l'activité économique. Quelques règles pour commencer, je vais vous demander de couper vos micros afin d'éviter en fait les bruits parasites qui pourraient gêner vos voisins et vos voisines pendant nos intervenants. Si vous souhaitez vous poser une question, n'hésitez pas à soit la poser dans le chat, soit utiliser l'option main levée quand il y aura un temps de question-réponse à la fin du webinaire. Voilà. Sur ce, donc, ici présente avec moi, nous avons Laurence Hennings, qui est déléguée régionale à la Fédération des entreprises d'insertion en Centre-Val de Loire. Erin Delos, qui est responsable développement en Centre-Val de Loire. Nous avons Olivier Lelong, qui est trésorier de l'association Kéro Chambord, ainsi que Laurent Chantreau, qui est directeur de l'association Castel-Renaudet Insertion. Et enfin, Caroline Dumas, directrice de la Crèce Centre-Val de Loire, à qui je vais laisser la parole pour introduire ce webinaire. Merci, merci Jeanne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci aux intervenants d'avoir accepté cette invitation. Me revient le plaisir donc de démarrer ce temps de présentation et ce temps d'échange. Je note que dans les participants, il y a un certain nombre de membres de la CRES. Néanmoins, je présenterai en 2 mots la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc, vous savez, il y a une chambre par région et notre rôle premier est la représentation des intérêts des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Dans ce cadre-là, l'État, la région nous ont confié une mission d'observation que nous animons et que nous orientons donc avec les membres qui composent notre CRES. Et nous avons décidé collectivement, il y a maintenant 3 années, de rédiger un certain nombre de publications donc, que nous appelons les repères, comme le disait Jeanne, et dont la vocation première est de présenter des grandes familles qui composent l'économie sociale et solidaire. Donc, nous avons réalisé des repères sur la famille associative, la famille mutualiste, la famille coopérative, la famille des fondations. Et nous terminons cette série par la famille des structures de l'insertion par l'activité économique. Ce qui était important, c'était de permettre aux composantes de l'ESS de se connaître au mieux
pour pouvoir œuvrer ensemble sur ce qui fait sens commun, les valeurs et le projet de société que nous portons collectivement. Donc, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le travail donc, qui a pu être mené avec une collaboration toute particulière de la Fédération des entreprises d'insertion et j'en profite pour remercier Laurence, puisque c'est ensemble que nous avons réalisé ce travail que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et après, bien évidemment, ce document devient le vôtre, celui par les acteurs qui se l'approprieront et qui pourront, avec ce repère comme avec les autres, avoir des outils d'information et d'explication. Oui, je vois la question, vous aurez support. Il est téléchargeable en ligne sur le site de la CRES et nous en avons des versions imprimées pour les personnes qui le souhaitent. Donc voilà, c'était pour présenter un peu ce cadre. Évidemment, nous avons également d'autres types de publications qui vont être des données générales, sectorielles, territoriales sur l'évolution et les typologies d'emploi qui composent l'économie sociale et solidaire. Voilà pour mon introduction. Je reste avec vous et je passe la parole à Jeanne et à Laurence pour la présentation, le premier temps de présentation du travail qui a été mené. Merci. Merci Caroline. Je le reprécise pour les personnes qui viennent d'arriver que c'est un webinaire qui sera enregistré et qui sera diffusé sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne de la création de Val-de-Loire. Donc, comme précisé, donc oui, la série Repères, c'est une série de publications qui a commencé en 2018, qui était née d'un constat qu'il fallait favoriser l'interconnaissance des entreprises de l'ESS, donc associations, coopératives, mutuelles, fondations et sociétés commerciales de l'ESS, car entre elles se connaissaient assez mal et évoluaient parfois dans des secteurs très éloignés, même si on a pour beaucoup de liens de ponts qui se fassent, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, c'est une série qui a été vraiment créée dans l'idée sur un aspect pédagogique. On en a eu d'abord 4 publications qui ont été faites sur ces 3 dernières années. Et là, on finit par conclure par, du coup, c'est assez particulier des entreprises d'insertion par l'activité économique. Donc, c'est un repère qui a été coécrit cette année entre la création de Val-de-Loire et la Fédération des entreprises d'insertion. Pour préciser, l'insertion par l'activité économique en Centre-Val-de-Loire, c'est à peu près 152 structures d'insertion par activité économique. Ça représente 9 988 salariés en insertion, donc presque 10 000 personnes, pour un équivalent à peu près 2 744 ETP. Et et la DREPS en Val-de-Loire a estimé que sur ces presque ces 10 000 personnes, on a 55% de sorties dynamiques en 2019. Ça signifie en fait que c'est 55% de ces personnes qui ont une sortie vers l'emploi, qui ont en fait achevé leur parcours vers l'emploi de manière positive. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire un repère sur les SIAE précisément? Parce qu'en fait, 93% des établissements en région sont dans l'ESS. Principalement, ce sont des associations. Donc, c'est un secteur où l'ESS est prégnant et où l'ESS est dominante. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à Laurence pour nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est l'IAE. Merci Jeanne, bonjour à toutes et tous. Donc oui, l'insertion par l'activité économique, toute entreprise en fait dans ce champ-là est conventionnée donc par l'État, désormais la DRETS, et donc permettent en fait à des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales, professionnelles particulières, de pouvoir bénéficier en fait de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, donc par des CDDI que l'on verra dans la slide suivante. Mais elle permet aussi de mettre en œuvre donc des modalités spécifiques d'accompagnement, notamment par la création d'activités économiques qui contribuent donc également au développement du territoire. Et donc, ces structures sont spécifiques et permettent aussi, en fait, d'avoir des permanents. Et les permanents
entre autres des conseillers en insertion professionnelle, donc les CIP ou les coordonnateurs, et puis donc les encadrants techniques. Donc, deux grandes missions des SIAE, donc inscrites dans le Code du travail par l'article 5132-1. Donc, ce Code du travail donne des objectifs et des moyens pour pouvoir les réaliser. Donc, le premier objectif, c'est faciliter l'insertion professionnelle de personnes sans emploi, donc rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Donc, aux moyens, donc ça, après, ce sont les moyens spécifiques d'une activité économique support. On le verra dans les différentes slides. Tout type d'activité, en fait, ça peut partir de la maroquinerie de luxe jusqu'aux espaces verts, au maraîchage, au démantèlement des D3E, mais Jeanne nous le dira plus précisément dans les slides suivantes. D'un contrat de travail, donc CDDI, contrat j'ai perdu. Donc, contrat à durée déterminée d'insertion ou d'inclusion, c'est un contrat de droit commun. Et ce CDDI ne peut pas excéder 24 mois donc, pour le salarié en parcours qui sera recruté. Donc, recruté en fait comme une personne classique. Mais en plus, il y aura donc ce fameux accompagnement socio-professionnel par le conseiller en insertion professionnelle et puis par l'encadrant technique. Et puis, le deuxième objectif, qui n'est pas des moindres, c'est contribuer au développement économique des territoires. Donc, par la production de biens et de services avec les besoins des territoires et puis donc la coopération avec les acteurs économiques, bien évidemment, et sociaux des territoires. Merci Laurence. Donc, je reprends la main. Donc, moi, quand j'ai commencé cette publication, je savais ce qu'est l'insertion par l'activité économique, mais comme une personne non experte, je ne travaille pas dans ce milieu-là précisément. Ça a été du coup un peu le grand défi avec Laurence sur cette publication, d'évoluer, comment expliquer les statuts, comment expliquer un petit peu le secteur à, on va dire, des non-experts comme moi, mais comme aussi certaines personnes parmi ce webinaire. Donc, il y a à peu près 4 statuts, maintenant 5 différents pour les entreprises d'insertion, ACI, AI, EI, ETI, auxquels s'ajoutent EITI et les régies de quartier. Tout ça, ça peut être assez difficile, surtout pour un néophyte, mais voilà comment je pourrais me présenter. C'est que, d'une part, on peut diviser les SIAE de différentes manières, mais j'ai choisi cette distinction-là. Pour commencer, je vais parler des SIAE qui ont une activité de production de biens et de services en plus d'une activité d'insertion et d'accompagnement des personnes. Donc, j'ai parlé des ateliers, des chantiers d'insertion qui sont toujours sous format associatif et des entreprises d'insertion, les EI, qui sont toujours, peuvent être soit sous format associatif, mais également SCOP, SIC, SARL, EURL. Il y a quelques différences. Déjà, atelier d'insertion, donc format associatif, pour nous, c'est de l'ESS principalement, là où nous, pas forcément. Aussi, il y a une différence sur l'aide au poste. Par exemple, pour les ACI, la loi admet à peu près 20 642 € d'aide au poste par ETP par personne qui est en contrat d'insertion, enfin, en contrat d'inclusion, ainsi qu'un montant modulé. Donc, un montant modulé, c'est fixé à 5% d'aide au poste. Et c'est une aide supplémentaire pour la structure si besoin est. Là où pour les EI, on est sur une aide au poste de 10 751 € d'aide au poste avec toujours les 5% modulés. Donc on attend plus d'une EI d'être un peu plus autonome financièrement sur son modèle économique. Là où une ACI a beaucoup plus de soutien par l'État. Je vous ai fixé peut-être quelques exemples. Donc l'association Le Relais qui est basée dans le 18. C'est une association qui est en ligne dans toutes les inclusions et qui l'a menée petit à petit en fait à mettre en place des chantiers d'insertion, ce qui fait qu'elle dispose d'une association à chantier d'insertion, principalement de maraîchage et d'espaces verts. Je vous ai mis un autre exemple de I, donc Cagette et Fourchette, qui est basée sur le 36. Son activité, en fait, c'est assez innovateur. C'est une plateforme qui fait le lien entre agriculteurs bio et local et la restauration collective, donc, ce qui va être restauration de cantines scolaires, mais également restauration d'entreprises, mais également d'EHPAD et d'autres établissements du médico-social. Ce qui se passe, c'est que ces établissements ont souhaité
avoir un peu plus de produits frais locaux et ont des difficultés. Et c'est un projet qui a été mis en place par plusieurs communautés de communes qui ont voulu créer une plateforme et qui en ont profité pour utiliser cette plateforme et la faire sous format d'entreprise d'insertion. Donc, cette plateforme a un statut associatif, mais est également une entreprise d'insertion qui dispose déjà de 2 salariés en insertion. Et enfin, on a Altège, qui est basée dans le 45, qui est également une EI, mais qui est une association, mais qui a un conventionnement en format EI, et pareil, qui a comme activité les espaces verts, la construction d'isolation, des activités ménagères, de la permaculture, également du débarras. Un service de débarrassage de déchets d'encombrants. Donc, une entreprise assez ancienne et assez active, elle a existé depuis à peu près 35 ans. Enfin, le deuxième type d'SIE, toujours sur ma typologie, c'est celles qui font la mise à disposition de personnel. Là, on part sur des personnes en parcours d'insertion qui sont un peu plus autonomes, qu'on embauche sur des contrats assez... qu'on embauche toujours sur des contrats dans le cadre des AI, donc associations intermédiaires. On en a 43 en Val-de-Loire. Elles ont une aide au poste de 1 397 € par personne, par poste et par ETP, ainsi que les entreprises ETPI, entreprises de travail temporaire d'insertion, qui ont une aide au poste de 4 341 € d'aide au poste par ETP. Leur activité est légèrement différente puisqu'elles font de la mise à disposition de personnel. Donc, ça va être passé sur proposer aux personnes salariées de faire des missions en temps plein. Il y a quand même une sacrée différence entre les AI et les ETPI, c'est que quelqu'un a son micro ouvert, est-ce possible de le désactiver? Merci. Oui. La différence principale, c'est que les AI sont obligatoirement des associations. Oui. Les ETPI ne sont pas des associations. Et là, on a vraiment des SCOP, SARL, EURL et SIC. Les premiers inscrits. Tout à l'heure. Excusez-moi, quelqu'un peut me permettre de désactiver votre micro? J'ai du mal à identifier qui... Voilà. Excusez-moi, c'est entre-temps. Donc, comme je disais, c'est le même type d'activité. Ce qui va vraiment différencier, c'est le statut. Là où les AI vont être obligatoirement en format d'insertion et aussi vont avoir un contrat d'insertion, les ETTI n'auront pas le statut associatif, donc seront moins dans l'ESS, moins présentes dans l'ESS, moins sous format scope, et vont proposer des missions courtes, des contrats courts, des missions d'intérim. Comme exemple, je vais vous citer ISA Group, qui est basé du coup sur le 18, ISER 37 également. Donc là, on a 2 exemples d'entreprises de l'ESS, d'entreprises de l'ESS. Et enfin, on a Tempo Intérim, qui est basé dans le 36. Enfin, une autre confusion, une petite nuance très importante dans l'IAE, ce sont les régies de quartier. Les régies de quartier, qu'est-ce que c'est? Déjà, ce sont des associations qui sont créées par des bailleurs sociaux et des collectivités publiques dans un quartier, souvent des quartiers prioritaires, et qui ont 2 objectifs, c'est justement animer ce quartier. Animer autant sur 2 plans, sur le plan culturel, sur le plan du lien social de ses habitants. L'objectif, en fait, de ces associations, ce sont à la fois le lien social et le bien-être de ses habitants, mais également le développement des emplois et des activités économiques sur ces quartiers, qui sont des quartiers vraiment reculés. Et ce qui amène souvent, en fait, dans les régies de quartier, de se conventionner en format SIAE. Donc, souvent, elles prennent le conventionnement d'AI, d'ACI et d'EI, avec les montants d'aide au poste qui varient selon le conventionnement qui est choisi. On en a 11 en Val-de-Loire. Je peux vous citer l'association des 3R qui est basée à Chartres, la régie de quartier de Vendôme, qui a une activité de recyclage et des baraques assez importante. La régie de quartier de Bourges-Aglo. Et enfin, l'association Respire, qui est basée à Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans l'agglomération d'Orléans. Un point important, on a aussi des SIAE qui sont implantés dans les établissements pénitentiaires et qui peuvent recevoir des aides spécifiques de l'État. Et en 2021, le montant socle était à peu près de
6 451 € pour les entreprises d'insertion en UI et de 12 385 € pour les ACI qui étaient dans les établissements pénitentiaires, avec toujours la part modulée de 5% pour une aide précise, pour une aide supplémentaire. Concernant, vous avez bien compris, les structures de l'insertion par l'activité économique, c'est des spécificités sociales, économiques et donc statutaires. Effectivement, on voit tout type de statut juridique dans les SIAE. Je vous ai fait un petit schéma en fait pour vous montrer en fait l'autonomie et le marché du travail, donc le petit graphique en bas à gauche. Concernant l'autonomie, l'accueil du public en fait en ACI, c'est un public très très éloigné de l'emploi, car en règle générale, ils sont sur 20 heures, 24 heures, peuvent aller éventuellement un peu plus, mais comme ils sont très éloignés de l'emploi, il va falloir les accompagner, donc par le conseiller en insertion professionnelle et puis par l'encadrant technique, mais je laisserai les autres interlocuteurs en parler mieux que moi. Après, on a l'AI, donc l'association intermédiaire de la mise à disposition de personnel. Plus on va aller plus haut, je vais dire, sur l'escalier pour arriver voilà, sur une plateforme. Donc, on a l'entreprise d'insertion, où là, on est plus sur du 32, voire 35 heures. On leur demande beaucoup plus de productivité. Le TTI, donc entreprise de travail temporaire d'insertion, et puis la toute dernière née que Perrine nous expliquera, donc le ITI, l'entreprise d'insertion par le travail indépendant. Si je peux rajouter pour les aides au poste et puis donc pour les montants modulés, en fait les montants modulés, c'est pour valoriser les efforts d'insertion donc donc soit en matière de situation des publics, BRSA, QPV, etc., des efforts de l'insertion, donc de la structure elle-même, et puis les résultats donc, de la structure de l'insertion par l'activité économique dans les sorties dites dynamiques, donc emploi de transition. Les autres sorties, donc emploi de transition, ça va être sur du CDI, sur du CDD de plus de 6 mois. Les autres aides positives, c'est aussi l'embauche d'une personne en moins de 6 mois en CDD ou allant sur une formation professionnelle certifiante. Et puis après, donc, on a les sorties sans emploi. Pour le marché concurrentiel, on a la mise à disposition donc, de personnel, donc l'AI et le TTI. Et puis donc, pour l'ACI et le I, la production de biens et de services. Sachant qu'au niveau des aides au poste, l'ACI, vous avez dû le voir, a plus d'aides en fait au poste. On est environ sur 40, 45, 50% de chiffre d'affaires et le reste est en aide d'État. Cependant, l'EI, donc l'entreprise d'insertion, il faut de la productivité. Donc, on est à plus de 83% de chiffre d'affaires pour 13% d'aide au poste. Donc, je pense que je vais pouvoir passer la parole à Perrine, que je remercie parce qu'elle est en congé. Donc, merci Perrine pour nous parler donc, de l'EITI Germinal. Eh bien, merci. Merci à la classe et à la FEI de me permettre de présenter ainsi l'EITI Germinal. Alors, l'EITI, c'est effectivement, j'espère que tout le monde m'entend bien parce que je suis un petit peu organisée, bref. Pas dans les conditions classiques. L'EITI, c'est donc cette 5e structure des structures de l'insertion par l'activité économique. Et effectivement, cela s'adresse à des personnes qui sont éligibles au dispositif de l'insertion par l'activité économique, donc qui remplissent exactement les mêmes critères que les personnes qui peuvent être accompagnées sur les autres structures, mais qui ont des compétences et qui souhaitent créer leur entreprise pour pouvoir créer leur propre emploi et participer au développement économique du territoire. Seulement, quand ces EITI ont été créés en 2018, en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas toujours facile de créer une entreprise et surtout, alors
créer une entreprise, il y a plein d'acteurs qui accompagnent vraiment très efficacement sur la création, mais après, sur le développement, ce n'est pas toujours évident. Et puis, on peut faire face à un certain nombre de problématiques que l'on n'avait pas forcément anticipées. C'est pour ça que les EITI ont été créés, cette possibilité a été créée de pouvoir accompagner vraiment sur le développement de l'entreprise sur une durée qui va de 4 à 24 mois, mais qui est dans les faits plutôt sur du 8-9 mois jusqu'à 12 mois. Donc, c'était vraiment se dire qu'il fallait laisser la possibilité aux personnes qui créent leur entreprise de pouvoir développer et pérenniser leur activité. Les Germinal avaient déjà créé, il y a une association Germinal dans les Hauts-de-France. Il y avait déjà une EITI depuis qui a maintenant un peu plus d'1 an d'existence. Et l'objectif, c'était ici, en région Centre-Val de Loire, de créer 2 EITI en Indre-et-Loire, donc à Tours et à Loches. Alors, je vais vous présenter rapidement ce que nous, on fait par rapport à l'EITI. Le EITI, c'est vraiment la 5e structure. Après, d'autres réseaux, d'autres EITI peuvent se créer, bien évidemment. Moi, je vais vous expliquer ce que nous, on fait spécifiquement, mais ça rejoint de toute façon l'objectif de EITI de manière générale. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner, d'avoir un accompagnement spécifique qui reste de toute façon en accompagnement socio-professionnel parce que l'on a toujours cette volonté de pouvoir lever un certain nombre de freins. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est là pour l'accompagnement socio-professionnel. Mais en revanche, pour tout ce qui concerne l'entreprise, il va y avoir un accompagnement sur le développement, sur la gestion, sur comprendre comment fonctionne une entreprise, sur tout ce qui peut permettre de mieux comprendre comment on commercialise une offre ou comment on peut éventuellement calculer son prix de revient ou bien sa marge. En tout cas, c'est vraiment très, très utile quand on lance son entreprise et qu'on n'a pas forcément le réseau ou pas forcément les connaissances pour pouvoir avancer sur ce terrain-là. Ça, et puis une autre thématique qui fait souvent défaut quand on crée une entreprise, c'est la partie communication. Donc, en fait, l'équipe de l'EITI Germinal agit sur l'ensemble de ces thématiques, développement commercial, communication et lever les freins socio-professionnels pour permettre à la personne de développer son entreprise et surtout de pérenniser son entreprise. Parce que c'est souvent la difficulté, c'est qu'au bout d'1 an, 1 an et demi, la personne jette l'éponge, alors que si elle avait bénéficié d'un accompagnement, ce serait beaucoup plus facile pour elle de pouvoir continuer son activité. Sur la slide, vous avez de toute façon mes coordonnées, pardon, et nous sommes donc pour l'instant situés en Indre-et-Loire avec un site à Tours et un site à Loches. Voilà, moi j'en ai fini sur la présentation. Je ne sais pas si... Après, je reste à disposition pour les questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les EITI de manière générale ou sur l'EITI Germinal en Indre-et-Loire. C'est pour ça que je vous ai laissé mon contact pour que chacun puisse me recontacter par la suite. Merci. Merci beaucoup et merci d'être venu. Hop là. Alors, autre point important, surtout parce que c'est pour le coup, un peu une idée reçue sur les entreprises d'insertion, c'est qu'en plus du coup de leur activité d'insertion, elles opèrent sur des activités qui sont très diverses. C'était une agréable surprise pour moi d'avoir constaté ça. On a beaucoup l'image des entreprises d'insertion qui proposent des services liés aux espaces verts ou dans le secteur du BTP. C'est vrai, mais pas vraiment. Ce qu'on a constaté, ce que moi j'ai constaté, moi qui ne me connaissais pas vraiment il y a à peu près 10 mois, c'est que beaucoup sont multitâches, beaucoup ont développé diverses activités dans divers secteurs. On a énormément dans le maraîchage et l'agriculture biologique, on peut citer les réseaux Copen pour ça, beaucoup dans le traitement des déchets, et ça va de pair en fait avec l'activité des ressourceries et des recycleries, mais également dans la restauration, dans la sous-traitance industrielle, dans la fabrication artisanale, voire même dans le secteur des services, qu'on appelle le troisième secteur, avec tout ce qui est communication, édition, des propositions justement d'administratif, du service à la personne, que ce soit pour du portage de repas ou pour beaucoup plus dans le médico-social, mais logistique, et bien entendu logistique et entretien du nettoyage. Donc ça, et souvent, ça peut être une même structure qui va avoir différents chantiers ou différents services à proposer, qui vont être très différents et qui vont pas
et qui ne vont pas forcément s'adresser au même type de public. Pour ça, je vais laisser la parole à Laurent Chantron, directeur de l'association Cassel Renaudot Insertion, pour nous parler justement de son association. D'accord, merci Jeanne. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis directeur de l'association Castel Renaudot Insertion qui porte un chantier d'insertion et qui a été créé du coup en 1996. Donc, le principe est de recruter du coup des personnes qui sont éloignées de l'emploi et pour nous, c'est plutôt une passerelle qui utilise en fait des activités économiques et professionnelles comme support pédagogique et que cette mise en situation de travail permet justement à ces salariés recrutés en contrat aidé, comme on a vu tout à l'heure, de développer des compétences professionnelles ou des capacités professionnelles, de retrouver aussi une confiance en soi, parce que ça, c'est essentiel, de retrouver un rythme de travail, une posture professionnelle, parce que des fois, ce n'est pas toujours acquis, et aussi de travailler en équipe. Donc, les activités support de l'association ont beaucoup évolué au cours des 25 ans. Elles ont souvent été mises en place en fonction en fait, des besoins identifiés au cœur, à partir des accompagnements réalisés auprès des salariés en parcours d'emploi, mais aussi en fonction du territoire. Ainsi, on avait mis en place un atelier informatique parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas accès à ces outils. On a eu un atelier réparation et prêt de mobilette pour les questions de mobilité. On avait aussi un atelier ménage, couture et mosaïque pour pouvoir aussi accueillir des femmes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres à leur destination. Il y avait aussi un atelier éco-construction, recyclage de palettes et horticulture. Donc là, toutes ces activités-là ont été arrêtées par faute de moyens financiers. Et aujourd'hui, on est essentiellement sur de l'espace vert, du second œuvre bâtiment. On a recréé une équipe ouvrage bois en août 2020. Là, c'est plutôt des cabanes de jardin, des cabanes à moutons, enfin vraiment tout ouvrage bois, des tables aussi, des barrières, etc. Et en 2018, on a créé un atelier agricole sur 2 secteurs, un secteur maraîchage, où là, c'est une convention avec une commune où lequel on produit les légumes qui vont directement à la cantine scolaire de la collectivité. Et cette activité est essentiellement pour permettre du coup l'accueil d'un public féminin. Sur l'autre mi-temps, elles sont sur une activité de production fruitière sur une ancienne ferme de 2 hectares où on produit des petits fruits rouges qu'on met au congélateur de façon à ce que pendant l'hiver, on puisse avoir une continuité d'activité et qu'on transforme du coup en confiture et qu'on vend essentiellement via le réseau des AMAP pour aussi créer du lien entre finalement le territoire et notre activité. Ces 2 activités-là sont aussi liées avec du coup vraiment un travail partenarial avec la mairie et aussi avec la communauté de communes. Donc, c'est pas, un chantier d'insertion, c'est pas uniquement proposer un emploi et accompagner les gens, c'est aussi travailler avec les acteurs locaux pour justement permettre une bonne dynamique. Alors, je pense que c'est vraiment tous ensemble qu'on peut permettre à chaque personne qui rencontre des difficultés de redéfinir par la suite d'autres perspectives. Là, en 2021, on est passé de 13,62 équivalents temps plein à 18,94 équivalents temps plein. Donc, ça fait 6 temps plein supplémentaires. L'idée était de pouvoir aussi dynamiser les équipes parce qu'on avait des équipes de 3, on est passé à 6 et on trouvait important qu'à l'intérieur même de l'équipe, il puisse y avoir une dynamique de façon à pouvoir aussi envisager des perspectives et la dynamique permet d'être aussi positif et d'avoir un autre regard sur la suite de leur parcours. On a mis aussi en place le fait d'être constamment nous présents à l'heure de l'embauche et l'heure de débauche pour aussi créer cette dynamique et l'ensemble de ces dynamiques a permis finalement d'avoir des résultats relativement positifs sur le premier semestre 2021 puisqu'on est à 47% de sorties positives. À cela, comment dirais-je, donc il y a des accompagnements socio-professionnels, il y a un accompagnement social, l'accompagnement technique, l'accompagnement professionnel. La chargée de mission emploi, elle fait des entretiens réguliers au moins 1 fois par mois avec les salariés.
On a des réunions d'équipe mensuelles avec les encadrants, enfin toute l'équipe pour reprendre chaque situation et bien coordonner finalement l'ensemble de nos actions et de façon à impliquer aussi l'encadrant technique dans ce parcours. Voilà. Et on a défini l'accompagnement, enfin le contrat, nous on les recrute sur 20 heures et on a fait le choix de les recruter uniquement sur 12 mois de façon à ce que, comme on est la première marche du redémarrage dans le parcours de l'emploi, de pouvoir essayer de les emmener aussi sur d'autres structures de l'insertion par l'activité économique. Donc les 3 phases, elles sont, le premier temps, il est plutôt l'accueil, l'installation dans l'équipe, le repère. La deuxième phase, elle est plutôt du coup commencer à travailler sur des perspectives professionnelles. Et la troisième, c'est vraiment la mise en œuvre des perspectives, la mise en place du coup de stages dans les entreprises, puisqu'on constate que, comment dirais-je, les PMSMP, alors je ne sais jamais ce que ça veut dire, les acronymes, donc je veux dire stage en immersion, dans 90% des cas, permet du coup la signature d'un contrat de travail. Donc voilà, donc tout l'enjeu du chantier, il est de finalement conjuguer finalement une activité économique avec un accompagnement social et professionnel. Voilà, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci à vous d'être venu aussi pour présenter votre structure. Merci. Un mot aussi, c'est que les structures d'insertion sont organisées en réseau. On en a plusieurs en région. Donc, je vais vous les présenter dans l'ensemble. On a du coup Fédération des entreprises d'insertion, notamment représentée par Laurence présente. On a également le CNLRQ, donc la fédération qui est par contre nationale des régies de quartier. On a à peu près 11 régies de quartier en Seine-Val-de-Loing. On a également le CORAS qui représente les entreprises qui ont un modèle économique entrepreneurial et donc beaucoup d'insertion par chantier, d'insertion par activité économique. On a Chantier École, c'est un réseau d'entreprises apprenantes, dont notamment les ACI, donc les associations à chantier d'insertion. Et enfin, dans le lot, on a aussi 2 fédérations qui sont plus sur la lutte des exclusions de toutes sortes, qui va mener progressivement à s'intéresser à l'IAE et du coup à soit représenter, soit créer elles-mêmes leur propre structure d'insertion par activité économique. Donc la Fédération des acteurs de solidarité, qui est une petite entreprise de l'ESF luttant pour tout type de solidarité, qu'elle soit générationnelle, genrée, qu'elle soit à la fois économique ou non. Et enfin, on a les Restos du Cœur, qui sont beaucoup plus connus sur l'aide alimentaire qu'ils apportent. Les Restos du Cœur également, c'est à peu près 9 chantiers d'insertion en Seine-Val-de-Loire et 177 salariés en insertion actuellement. Enfin, je vais évoquer aussi un autre aspect des SIAE, c'est que, comme on l'a dit, leurs financements sont multiples. D'une part par les aides au poste, par également une subvention, mais également aussi par les activités qu'elles proposent, que ce soit de la mise à disposition de personnel ou par leur activité de biens et de services qu'elles proposent également. Mais ce qui arrive souvent, c'est que les SIAE répondent à des marchés publics qui sont lancés soit par des collectivités territoriales, soit par le conseil départemental ou régional. Et certains de ces marchés publics ont des clauses d'insertion sociale, donc c'est un format de marché public qui favorise les SIAE. Pourquoi travailler avec une structure d'insertion qui est basée sur votre territoire? Ça permet à la fois d'avoir une réponse économique qui est à la fois adaptée au territoire, qui est faite par un acteur du territoire. Ça permet de responsabiliser ses achats, de répondre à tout type de marché, de bénéficier d'une réponse adaptée aux besoins de recrutement et surtout de favoriser l'emploi local et de développer la richesse d'un territoire précis. Comme on l'a vu, c'est ce que visent les régies de quartier, mais c'est ce que visent tout type de structures de SIAE qui sont basées soit localement sur une ville ou une communauté de communes précise, soit au niveau d'un département. Et pour cela, sachez qu'il existe des facilitateurs, donc c'est ce qui est précisé dans le repère. Vous avez un lien pour la version web et ainsi un QR code. Donc, vous avez un certain nombre de facilitateurs qui sont soit dans les maisons d'emploi, soit dans les conseils départementaux, qui sont présents, qui sont ici pour accompagner et assurer le suivi d'un marché public à clause d'insertion.
Je vais laisser ensuite la parole à Olivier Lénon, donc trésorier de Kéros Chambord, donc responsable d'une CAE qui est spécialisée en fait dans la construction de mobilier en bois et également dans les chantiers nautiques. Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, je suis trésorier de l'association Kéros Chambord, qui est un chantier d'insertion basé à Montlivaud, en Loir-et-Cher, une commune nigérienne. Cette association a été créée en 2013 par Maurice Leroux, qui était à côté de son activité d'abbé, qui était très engagé pendant toute sa carrière, dans l'insertion des jeunes notamment, et qui, sur ses vieux jours, a créé ce chantier d'insertion. Alors malheureusement, aujourd'hui, Maurice Leroux est décédé, mais donc le chantier a continué son activité depuis son décès. Et alors l'idée de Maurice, c'était que le bois pouvait constituer un secteur d'activité susceptible de redonner le goût du travail, de redonner, comme disait Laurent Chantreau, la confiance en soi. Donc très tôt, il a eu l'idée d'utiliser ce secteur comme base pour son chantier d'insertion. Et il se trouve que dans le territoire ligérien où on se trouve, il y a des activités touristiques qui sont recréées depuis quelques dizaines d'années autour de la Loire, et notamment la reconstruction de bateaux traditionnels de Loire, qui ont des fins aujourd'hui touristiques, d'hébergement notamment, mais aussi de balades. Et il y a une rencontre entre Maurice Leroux et des acteurs dans ce domaine qui a donné l'idée à Maurice Leroux, dans un premier temps, d'axer son chantier d'insertion sur la reconstruction en fait, de ces bateaux traditionnels de Loire, ce qui constitue un petit peu la marque de fabrique de Kéros Chambord aujourd'hui, même si je vais revenir dans quelques secondes. On a un petit peu élargi notre domaine d'activité. Donc, depuis le début, en fait, il y a eu un petit transfert de compétences entre des acteurs qui recréaient des bateaux, des charpentiers marins locaux qui recréaient ces bateaux, et puis le chantier d'insertion. Donc en fait, ces personnes sont devenues les premiers encadrants du chantier, et puis depuis, le chantier a volé de ses propres ailes en recrutant ses propres encadrants. Donc globalement aujourd'hui, Kéros Chambord construit certes des bateaux traditionnels de Loire, mais il a élargi son domaine d'activité à de la charpente plus classique, tout simplement parce que les bateaux traditionnels de Loire, même si on en a, enfin de Loire, et pas que de Loire d'ailleurs, vous avez une photo sur la diapositive qui vous indique sur la droite là ce qu'on appelle un bateau lavoir. C'est une plateforme flottante sur laquelle a été posée une structure de ossature bois qui recrée ce qu'on appelait jadis des bateaux lavoirs, et ce bateau, cette structure flottante est sur le canal de Bourgogne et a été réalisée en 2020. Et donc, au-delà des structures flottantes, Kéros, donc, comme ces structures flottantes sont un marché qui est un petit peu, je ne vais pas dire aléatoire, mais en tout cas, il ne se construit pas régulièrement des bateaux comme ça. C'est un petit peu dépendant de l'activité touristique. Vous savez qu'en 2020, il y a eu une épidémie qui a conduit l'activité touristique à un petit peu diminuer ses investissements par manque de visibilité. Et du coup, on a été conduit, nous, à chercher des marchés relais, on va dire. Et c'est auprès des collectivités territoriales qu'on a trouvé d'autres secteurs d'activité à explorer. Et notamment, vous voyez sur la gauche, ça c'est un auvent qu'on a construit pour une commune périphérique. Et on a également en ce moment un marché sur 3 ans auprès du conseil départemental, qui est un marché réservé dont Jeanne parlait il y a quelques minutes, par le conseil départemental, qui consiste à reconstruire et à entretenir les abribus départementaux qui sont en Loir-et-Cher en tout cas, des abribus en bois pour la plupart. Donc voilà un petit peu notre champ d'activité, les bateaux traditionnels de Loire, les structures en bois
d'une taille raisonnable, et puis ça nous arrive de travailler également pour des particuliers sur des choses plus petites. On parlait d'abris, tout à l'heure Laurent Chantreau parlait d'abris de jardin. Nous on est sur des abris qui peuvent être en bois, mais qui sont encore une fois d'une taille accessible à notre chantier. On a 6 équivalents temps plein. C'est un chantier qui est assez technique. C'est probablement le chantier d'insertion le plus technique de notre département, qui nécessite du coup un taux d'encadrement assez important. Construire un bateau, ça demande quand même un certain nombre de compétences. On sait qu'il y a beaucoup de turnover dans les chantiers d'insertion. C'est ce qui nous est demandé par nos prescripteurs, comme la Direct notamment. Donc on essaye de ne pas garder trop longtemps nos salariés pour éviter qu'ils s'installent dans un certain confort. C'est un petit peu ce qui est parfois reproché aux structures d'insertion. Néanmoins, il faut qu'on ait un certain nombre de compétences pour construire des choses aussi techniques qu'un bateau, ou même qu'une charpente telle que celle que vous voyez sur la gauche de la diapositive. Et là, on va passer en 2000, on va demander l'agrément, avec de bonnes chances de l'avoir au département, pour avoir... enfin plutôt à la Direct, pour avoir 8 salariés en équivalent temps plein. Et notamment parce qu'il arrive à certains de nos salariés de poursuivre leur période de terminer le contrat chez Kairos en étant dans une structure de formation qui fait un petit peu la transition entre leur passage à Kairos et leur entrée dans le monde professionnel. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, nous, notre difficulté, elle est de deux sortes en fait. Elle est parfois de jongler avec la limite théorique des 30% de chiffre d'affaires, enfin de revenus qui sont liés au chiffre d'affaires, parce que vous savez que quand on est un ACI, on ne doit pas dépasser certains ratios dans la constitution de nos recettes. Qui doivent ne pas dépasser alors 30 ou 50% selon les cas, selon ce que la préfecture accepte de nous donner, enfin de nous accorder. 50% de nos recettes, 30 ou 50% de nos recettes ne doivent pas venir d'un chiffre d'affaires sur nos productions. Ça, c'est une limite qui est assez contraignante quand même. Sinon, on doit basculer dans un autre type de structure où là, les aides publiques seront divisées par 2 quasiment. Et c'est assez difficile de jongler avec ces deux critères parce qu'on est quand même avec des populations qui sont, enfin des salariés qui sont assez éloignés de l'emploi. Et donc, qu'il faut quand même encadrer pendant un certain temps avant qu'ils soient autonomes. Et du coup, par rapport à une structure classique, à une entreprise dans le monde économique classique, on a un taux d'encadrement et un temps dédié à l'encadrement qui est quand même beaucoup plus important. Et donc, forcément, si on n'a pas ce montant d'aide qui est dédié aux ACI, eh bien, on a un petit peu de difficulté à être dans des prix acceptés par nos clients. Voilà. La deuxième difficulté que je soulignerais, moi, c'est que pour des personnes qui sont assez éloignées du milieu du monde de l'emploi, il y a souvent, on rencontre parfois, je ne vais pas dire souvent, on rencontre parfois des blocages qui sont difficiles à lever, des blocages vis-à-vis de la volonté de se replonger dans le monde de l'emploi, parce que c'est quand même le but dans une activité, enfin, d'un chantier d'insertion, de faire cheminer nos salariés vers une posture où ils pourront se confronter aux difficultés quotidiennes du monde du travail. Et il y a certains blocages, même si on arrive à les lever pendant le temps du chantier, effectivement, la capacité à reprendre un rythme de travail, à travailler dans un collectif, eh bien, on a constaté parfois que chez des anciens salariés, en fait, les bonnes habitudes, entre guillemets, qu'ils avaient prises de ce point de vue pendant le passage à Kairos, des fois, quand on se plonge sur ce qu'il advient de ces personnes 6 mois, 1 an après leur passage à Kairos, eh bien, ces habitudes ne sont pas forcément ancrées. Et il me semble qu'il y a un travail à faire au sein des chantiers d'insertion collectivement sur peut-être des outils pour
au-delà de l'habitude qu'on peut en créer lors d'un passage en chantier d'insertion, peut-être lever des freins, des blocages par des rencontres, parce qu'on est dans une société quand même assez clivée, il me semble aujourd'hui, entre des personnes très bien intégrées dans le monde du travail et des personnes qui en sont très éloignées. Et j'ai l'impression que la transition est encore plus compliquée de nos jours qu'elle a pu l'être dans le passé. Et je pense qu'il faut qu'on travaille sur ces outils-là. Voilà, je ne voudrais pas être trop long. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je suis d'accord, travailler ça avec vous, Olivier. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui concerne tous les chantiers d'insertion, en tout cas toutes les structures qui travaillent avec des personnes éloignées de l'emploi. Merci pour justement ce témoignage qui va éclairer un peu plus dans le concret, dans le quotidien, ce qu'implique d'insérer des personnes, les accompagner. Ce que je vous propose, c'est qu'on va avoir un temps de questions-réponses. Si vous en avez, n'hésitez pas à allumer vos micros et à utiliser la fonction main levée. Si vous avez des questions pour nos intervenants ou un peu plus sur la publication, n'hésitez pas. Je pense aussi la spécificité, et Laurent et Olivier l'ont très bien décrit, sur tout le parcours d'insertion, peu importe la structure de l'insertion par l'activité économique, mais les permanents en fait vont former en fait ces salariés en parcours pour effectivement aller vers l'employabilité. Et à la différence d'une entreprise ordinaire, quand la direction forme ses employés, c'est pour les garder, pour les conserver. Et là, en fait, toutes ces équipes des structures de l'insertion par activité économique vont les former, les emmènent sur des compétences en fait informelles. Et après, c'est pour les voir partir, effectivement. Donc, doublement de satisfaction, je pense aussi. On n'a pas plus de réactions? Bon, j'imagine qu'on a dû être assez clair. Jeanne, peut-être qu'on peut dire que l'ensemble des documents seront adressés aux participants, comme ça il y a des contacts. Moi, je suis plutôt satisfaite de voir aussi qu'il peut y avoir des mises en lien là, entre les deux structures témoins, puisque à l'approche en plus du mois de l'économie sociale et solidaire, qui est l'occasion de valoriser les acteurs, mais aussi de favoriser les coopérations, ça me paraît des points importants. Donc, n'hésitez pas à nous tenir au courant des évolutions pour qu'on puisse les mettre en lumière si besoin. Tu nous présentes effectivement l'ensemble des publications qu'on citait en introduction. Et puis, ne pas oublier que pendant ce mois de novembre, vous avez l'occasion, alors les 11 autres mois de l'année aussi, mais encore plus celui-ci, de pouvoir aller à la rencontre des acteurs de l'ESS qui organisent un certain nombre de temps de portes ouvertes ou de temps de rencontres. En tout cas, merci à tous pour vos présentations. N'hésitez pas à consulter donc, cette publication. Et avec Jeanne, on reste à votre disposition pour toute question ou pour toute mise en lien entre les différents intervenants et participants. Avant de partir, je précise, certains ont eu le lien sans être inscrits, du coup je ne dispose pas de leur adresse email. Si vous voulez le support de cette présentation, n'hésitez pas à inscrire votre adresse email dans le chat, comme ça je vous ajouterai à la liste de diffusion du support. Également pour rappel, donc, le repère SIAE, c'est une série repère qui est présente dématérialisée sur le site de la CRES et en physique à la CRES à Fleury-les-Aubrais. C'est une série qui sont là vraiment à but informatif. Je vous invite à les utiliser si jamais vous en avez besoin, si vous voulez expliquer ce qu'est les SIAE, mais aussi si vous voulez vous informer sur le reste des familles de l'ESS. On a tous les repères pour ça. Donc, n'hésitez pas soit à me contacter, soit à me poser des questions. Également, je rappelle, donc moi je suis chargée d'études en charge de l'Observatoire de la CRES en Val-de-Loire.
Ma mission principale, c'est l'observation des activités économiques de l'ESS et de l'emploi ESS, mais également d'informer sur ce qu'est l'ESS en Tribunal de Loire par les chiffres. Donc, ça passe par des publications économiques, mais aussi des contenus plus pédagogiques, des repères. Ah, je vois qu'il y en a qui m'envoient une adresse, merci. Et également, on référence les entreprises. Donc, ça passe par la liste d'entreprises de l'ESS et par une carte, qui s'appelle Carte Éco, là, qui est dédiée aux entreprises de l'ESS qui sont dans l'économie circulaire. Pour ce, je vous remercie du coup de votre patience et de votre attention. Et je vous souhaite un excellent week-end prolongé à toutes et à tous. Au revoir. Et encore merci à Laurence, Olivier, Laurent et Perrine pour leur intervention et à Caroline également. Merci, Jeanne, d'avoir pensé à nous. Merci d'être venue, d'avoir pris un peu de votre temps. Au revoir à tout le monde alors. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.